porosité des informations. Les uns et les autres savent en fait ce qui se prépare. Le fait qu'il se soit calmé, c'est une impression. Hein. C'est l'expérience en règle générale voilà également. François Molins qui va s'exprimer. On l'écoute donc. Bonjour. Le procureur. Vous me direz quand vous êtes prêt. Voilà le procureur Molins donc, qui doit nous donner un peu le point sur l'enquête. Et sans doute des détails sur les circonstances du déroulement même de l'attaque du Super U de Trèbes de vendredi dernier. C'est bon pour tout le monde? Mesdames, Messieurs, je tiens ce point presse en compagnie de Madame Mireille Balestrazi, qui est directeur central de la police judiciaire. Vous me permettrez, avant tout développement, de rendre un hommage à chacune des victimes tombées vendredi dernier, et tout particulièrement au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui, par son sens du devoir, a sacrifié sa vie pour sauver celle d'un otage. Son courage et son engagement héroïque forcent l'admiration. Je voudrais également souligner l'efficacité de l'ensemble des gendarmes primo-intervenants, dont l'action a permis l'évacuation des nombreuses personnes qui se trouvaient à l'intérieur du Super U de Trèbes en fin de matinée, ce vendredi 23 mars. Dans un contexte où le risque zéro n'existe pas, ce nouvel attentat terroriste illustre le caractère endogène de la menace qui continue à peser sur nous. Cette menace est le fait d'individus imprégnés des mots d'ordre de l'organisation terroriste qui passent à l'acte et fauchent la vie de victimes innocentes. Il illustre de même à nouveau les difficultés du suivi des individus radicalisés. À ce stade de l'enquête, qui a mobilisé 204 enquêteurs de la sous-direction antiterroriste, de la Direction générale de la sécurité intérieure et de la Direction interrégionale de la police judiciaire de Montpellier, dont je voudrais souligner la grande qualité du travail, je suis en mesure de vous apporter les précisions suivantes. Le 23 mars, entre 9h et 10h13 du matin, il est encore difficile de déterminer précisément ce qui est intervenu et à quel moment dans ce créneau horaire. Entre 9h et 10h13 du matin, Radouane, elle, après avoir déposé sa sœur à l'école, s'est rendue à la Cité des Aigles à Carcassonne. Arrivé sur les lieux, dans des circonstances qui, là encore, restent à préciser encore, il a tiré sur 2 personnes qui se trouvaient là. L'une d'elles, née en 1956, touchée à la tempe gauche et décédée. La seconde, née en 1992 au Portugal, également touchée à la tête, a pu être prise en charge par les secours. Elle est, à l'heure où je vous parle, toujours hospitalisée. Radouane, elle, a ensuite quitté les lieux à bord d'une Opel Corsa blanche dérobée à la seconde victime. L'exploitation de la vidéosurveillance de la ville de Carcassonne permet d'indiquer qu'il est passé à 10h25 devant le commissariat du centre-ville de Carcassonne avant de prendre la direction de la caserne du 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine, devant laquelle 2 militaires du dispositif Sentinelle se trouvaient en mission de sécurisation. À 10h30, le véhicule est réapparu en sens contraire, roulant en direction de la commune de Trèbes. À 10h32, il a fait mine de s'engager dans la rue menant à son domicile avant de se rabattre brusquement sur l'axe routier et de se porter à hauteur de 4 CRS qui effectuaient leur jogging sur la voie publique. Lors de leurs auditions, ces CRS ont expliqué qu'ils se trouvaient alors sur le chemin du retour, à environ 100 mètres de l'allée qui menait à leur caserne, lorsque le véhicule Corsa était arrivé dans leur dos et que le chauffeur avait tiré avec une arme de poing dans leur direction par la fenêtre passager.
Les enquêteurs ont effectivement découvert sur place 6 douilles de calibre 7,65 mm. Vous savez que l'un des CRS touché au poumon et à l'épaule est toujours hospitalisé en soins intensifs. Concernant les faits commis par la suite sur la commune de Trèbes, l'exploitation des caméras de vidéosurveillance du magasin a permis, là encore, d'établir la chronologie suivante. L'Opel Corsa est arrivé très précisément à 10h39 sur le parking de la supérette Super U. Radouane L, qui se trouvait seul à bord, est resté 25 secondes dans le véhicule avant d'en sortir et de courir vers le magasin. Il s'est alors immédiatement dirigé vers la caisse numéro 6, où il a tué une première personne, employé du magasin en qualité de boucher, né en 1968, avant de se porter à hauteur de la caisse numéro 2, où il a abattu de la même façon un client qui se trouve là, client né en 1952. Il est ensuite revenu à l'extrême gauche des lignes de caisse, au niveau de la boulangerie, où il a manifestement échangé avec un client avant de rebrousser chemin à nouveau. On sait que les clients du supermarché ont pour certains réussi à se réfugier dans des pièces annexes, et notamment dans la chambre froide, située à l'arrière du bâtiment, tandis que d'autres se sont réfugiés dans les rayons. À la suite d'un appel général du centre de commandement, demandant à toutes les unités disponibles de se rendre sur place, donc au Super U, plusieurs services de gendarmerie convergeaient vers le supermarché. Les premiers intervenants gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, ainsi que des gendarmes de la brigade de Trèbes, sont arrivés sur les lieux aux environs de 11 h et ont pu se positionner au PC, caméra du supermarché situé au premier étage, en passant par l'extérieur du bâtiment. Ils ont alors identifié sur les vidéos les 2 personnes décédées, ainsi que plusieurs clients au sol, mais aussi l'assaillant qui s'était repositionné au niveau de l'accueil. Descendus en colonne d'intervention au rez-de-chaussée, ils ont constaté que Radouane L retenait en otage une femme qui l'utilisait alors comme bouclier humain en la menaçant d'une arme sur la tempe. Ils ont alors profité de leur progression vers lui pour évacuer les clients encore présents. Le lieutenant-colonel Bertram a alors engagé une négociation avec Radouane L. Il a levé les mains en l'air, déposé son arme et a demandé à prendre la place de la personne prise en otage. Il est entré à 11h28 dans la salle des coffres où s'était replié Radouane L avec son otage qui était libéré quelques minutes plus tard. Le lieutenant-colonel Bertram a par la suite contacté ses collègues pour leur demander de quitter les lieux, ajoutant que l'assaillant exigeait la libération de Salah Abdeslam et menaçait, je cite, de faire péter les grenades, en référence à des engins explosifs déposés en divers points du magasin. L'antenne GIGN de Toulouse s'est déployée sur place à compter de 12h10 et a tenté d'engager une négociation avec Radouane L. À 13h10, celui-ci est sorti de la salle des coffres en se servant du lieutenant-colonel Bertram comme bouclier humain sous la menace d'une arme posée sur sa tempe. À 14h16, après avoir entendu 2 coups de feu simultanés, puis un troisième quelques secondes plus tard, le GIGN a donné l'assaut qui a conduit à la neutralisation du terroriste. Au cours de cette opération, 2 gendarmes ont été blessés. Le lieutenant-colonel Bertram est décédé des suites de ses blessures le 24 mars à 5 h du matin au CHU du Carcassonne où il avait été hospitalisé. L'autopsie de son corps, réalisée samedi à Montpellier, a mis en évidence des lésions balistiques non létales à un bras et à un pied, ainsi que des blessures au niveau du visage. Elle a par ailleurs et surtout révélé plusieurs lésions par arme blanche, dont une plaie très grave de la trachée et du larynx, ayant entraîné une détresse respiratoire à l'origine du décès. Les enquêteurs ont découvert à l'intérieur du magasin 3 engins explosifs de confection artisanale contenant de la poudre, des éléments de cartouche Brenneck et des mèches longues, un pistolet semi-automatique de calibre 7,65 et son chargeur,
vide de toute munition. 9 munitions non percutées de calibre 30-30 qui ne correspondent, je le précise, à aucune arme retrouvée sur place et qui ont manifestement servi à la confection des engins explosifs improvisés. Ils ont aussi découvert un couteau de chasse, le pistolet Sig Sauer correspondant à l'arme de dotation du lieutenant-colonel Beltrame, ainsi que 5 cartouches 9 mm percutées. Enfin, des cartouches 7,65 percutées, retrouvées en différents endroits du magasin et provenant du pistolet semi-automatique utilisé par Redouane L. Les enquêteurs ont par ailleurs saisi sur le terroriste 4 munitions de calibre 30-30, un briquet et une fiole de parfum, ainsi qu'un rouleau de scotch rouge semblable à celui utilisé pour confectionner des engins explosifs improvisés, du papier aluminium et un document supportant une sourate du Coran en arabe. J'en viens aux éléments de personnalité du terroriste. Redouane L est né le 11 avril 1992 au Maroc. Il est arrivé en France au mois d'août de la même année, de nationalité franco-marocaine. Il a été naturalisé français en juin 2004 à l'âge de 12 ans, par effet collectif attaché à la naturalisation de son père. Il est connu de la justice pour des faits de droit commun, que je vous ai déjà rappelé au cours de mon premier point presse vendredi soir à Carcassonne. Il était par ailleurs convoqué devant le tribunal correctionnel de Carcassonne le 23 avril prochain pour des faits de port d'une arme blanche et conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire, fait commis le 13 janvier 2018. Redouane L était fiché S depuis 2014 et il a par ailleurs été inscrit depuis novembre 2015 au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, à raison de ses liens supposés avec la mouvance salafiste locale. Il faisait l'objet, de la part des services de renseignement, d'un suivi effectif, toujours en cours, en mars 2018, mais qui n'avait pas permis, je le répète, de mettre en évidence des signes précurseurs d'un passage à l'acte, ni des velléités de départ sur la zone irako-syrienne. Par ailleurs, il faut préciser qu'au cours de son séjour en prison, en août 2016, où il avait exécuté cette peine d'un mois d'emprisonnement, l'administration pénitentiaire n'avait décelé aucun signe visible de radicalisation. La perquisition réalisée à son domicile a permis de découvrir, dans un calepin, des notes faisant penser au testament d'un individu prêtant allégeance à l'État islamique et se disant prêt à mourir pour cette organisation terroriste. Les enquêteurs ont également saisi divers supports numériques dont l'exploitation est toujours en cours, ainsi que 3 couteaux à grande lame et un sabre. Je vous indiquais lors de mes précédents points presse qu'une jeune femme, compagne de Redouane L, avait été placée en garde à vue le vendredi 23 mars à 18h10. Faisant l'objet d'une fiche S, elle aussi, âgée de 18 ans, elle indique s'être convertie à l'âge de 16 ans et présente tous les signes d'une radicalisation. Elle a crié Allahu Akbar lors de son interpellation par les policiers. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. L'examen de sa téléphonie révèle qu'elle n'a plus de contact téléphonique avec Redouane L depuis le mois de janvier 2018, mais pour autant, les éléments de l'enquête permettent d'envisager une éventuelle poursuite d'échanges entre eux, donc Redouane L et la jeune femme, via des applications sécurisées. Il est en outre établi qu'elle a posté, le 23 mars à 6h du matin, une sourate indiquant que les mécréants étaient promis à l'enfer. Elle conteste à ce stade de ses auditions avoir été informée et associée au projet mortifère de son petit ami. Un mineur né en mai 2000 à Carcassonne a pour sa part été placé en garde à vue le 23 mars à 23h55. Une proche s'était en effet présentée en fin de matinée au commissariat de police de Carcassonne pour indiquer qu'il était un très bon ami de Redouane L qui exerçait une forte influence sur lui, notamment sur le plan religieux.
Il est impliqué dans 2 procédures qui ont justifié sa mise en examen par le juge des enfants de Carcassonne, des faits de détention de stupéfiants le 23 janvier 2018 et pour des faits de violence commises le 29 décembre 2017. Il conteste également toute implication dans la préparation de l'attaque terroriste. Leurs gardes à vue ont été prolongés hier soir. J'en conclurai en vous indiquant que de nombreuses investigations sont toujours en cours pour déterminer leur degré d'implication dans les faits commis ce vendredi 23 mars. Je vous tiendrai bien évidemment informé le moment venu des suites qui seront données à ces 2 gardes à vue et je vous remercie de votre attention.